Club Brésil en direct sur beIN Sport dans 2 heures tout juste. 3e et dernière journée dans le groupe E, le groupe de la France. France-Équateur, match à vivre en direct bien sûr sur les antennes de beIN Sport. Alexandre Ruiz sera aux commandes avec tous les experts pour monter en puissance, vous faire vivre l'arrivée des joueurs, les échauffements bien sûr et les dernières informations autour de cette équipe de France. Le groupe G demain à l'honneur avec bien sûr l'Allemagne qui impressionne depuis le début de la Coupe du Monde, qui pourrait être l'adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Allemagne-États-Unis, demain, 4 points pour ces deux équipes en position de force, le Portugal et le Ghana, 2 nations en grande difficulté. Julien Brun, Patrice Ferry, en quelques minutes avec vous, les dernières informations. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Parce qu'on se dit, pourquoi pas finalement, Klinsmann est à la tête des États-Unis, il serait très heureux de se qualifier et donc très heureux peut-être de faire match nul demain contre l'Allemagne. Oui, vous parlez de l'hypothèse d'un biscotto, hein, ça se dit effectivement dans le foot mondial quand il y a un résultat commun qui arrange les deux équipes. On se souvient d'un Allemagne-Autriche, on se souvient également de rencontres entre le Danemark et la Suède. Mais là, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose pareil, tout en sachant évidemment qu'il y a beaucoup de liens entre les Américains et les Allemands parmi les joueurs et aussi parmi les sélectionneurs évidemment, avec Klinsmann qui a eu l'œuf comme adjoint pendant 2 saisons avant de dire qu'il est devenu l'un de ses meilleurs amis. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu dans le stade derrière nous. Est-ce qu'on peut imaginer un accord comme ça ? Ça me paraît difficile à ce niveau-là, à cette époque-là, j'allais dire, à ce niveau-là de la compétition. Dans cette époque, les faits dont vous parlez sont des faits quand même assez anciens. Donc je ne vois pas les équipes et les pays, ça leur ferait une telle mauvaise publicité que pour continuer la compétition après, je pense qu'ils auraient quand même un petit peu un vent contre eux et je ne les vois pas faire ça. Après, le match, Julien, fait que peut-être les choses, naturellement, presque j'allais dire, feront que si à un moment donné, à 10 minutes de la fin, je pense qu'ils ne se sauteront plus à la gorge forcément avec autant de ferveur et d'agressivité qu'au début, mais je ne vois pas le match s'engager comme ça. En tout cas, pour les infos, sachez, Florian et tous les gens sur le plateau, tous les gens devant votre écran également, que Jürgen Klinsmann a dit que de toute façon, son équipe était incapable de ne pas jouer de l'avant, de ne pas jouer offensivement. Et puis l'autre chose, c'est que si le monde du football se pose cette question au sujet du biscotto, entre guillemets, les Allemands, eux, ils ont surtout en tête l'idée de gagner un nouveau match, de terminer avec 7 points. Et les journalistes allemands, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir pourquoi Philipp Lahm reste milieu défensif et ne retourne pas sur un côté, parce qu'on sait que c'est là que ça se joue que ça joue le moins bien sans doute pour cette équipe d'Allemagne. Donc c'est vraiment une question mondiale, mais qui intéresse finalement assez peu les Allemands, qui eux-mêmes ne veulent pas croire à un arrangement, un match nul qui arrangerait tout le monde évidemment. Julien Brun, Patrice Ferry, en direct, match demain à Recife, 18h heure française, le coup d'envoi de ce match entre les Allemands et les Américains. Et puis tout de suite derrière, bien sûr pour les 8e de finale, l'Allemagne pourrait retrouver l'Algérie en 8e de finale. Regardez le classement du groupe de l'Algérie avec la Belgique qui est largement en tête dans ce groupe H, 6 points. L'Algérie joue face à la Russie, les Algériens ne doivent pas perdre face aux Russes. Et il y a la différence de but face aux Sud-Coréens qui joueront contre la Belgique. Les dernières infos algériennes, parce que demain on pourra assister à un jour historique pour le football algérien. John Ferreira, l'Algérie joue très gros demain. Comment vont les joueurs de Vahid Halilhodžić ? Eh bien écoutez, déjà on a la chance d'être dans le même hôtel qu'eux, donc on a pu observer de près les attitudes. Ils sont arrivés hier soir, s'en est suivi une petite réunion de 20 minutes avec coach Vahid, puis une séance de vidéo pour observer la deuxième mi-temps de ce match Belgique-Russie. La première avait été déjà observée la veille, et puis s'en suivra, ça va crescendo finalement du côté de l'Algérie. Ce matin, petite visite matinale de Curitiba, et puis entraînement en ce moment même, non pas à l'Arena Bakshirt de Curitiba juste derrière moi, mais plutôt dans un terrain annexe, puisqu'on veut sauvegarder cette pelouse qui est en train de s'abîmer depuis qu'on a débuté ce mondial ici à Curitiba. Alors il y a une question que l'on se pose du côté de l'Algérie, c'est que faire dans ce match, puisqu'on sait qu'un match nul finalement pourrait qualifier les Algériens. C'est bien le problème pour coach Vahid qui essaye de faire comprendre à ses joueurs qu'il ne faut pas faire un seul calcul. Il va falloir aller chercher la victoire face à cette équipe de Russie, et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes dans cette équipe d'Algérie, donc le discours a du mal à passer. Donc pour l'instant c'est un gros travail psychologique que le coach est en train de faire. Et puis dernière information beIN Sport, sachez que Belkalem remplacera Bouguera en défense demain, histoire d'apporter un petit peu plus de fraîcheur et de vitesse face à ces attaquants russes réputés plutôt coriaces. Merci beaucoup John Ferreira, ces informations beIN Sport avec tous les envoyés spéciaux autour de la sélection de Vahid Halilhodžić.
20h37 chez vous, 5h de moins au Brésil. Bonsoir à tous, l'heure a sonné. L'équipe de France sur beIN Sport, l'équipe de France qui a son destin entre les mains, car ça y est, l'adversaire des huitièmes de finale est connu. Ce sera soit l'Argentine, soit le Nigeria. Les experts sont là, avec Sony, avec Eric resté en place. On rejoint la table. Elie Baup et Robert Pires. Pour souligner une nouvelle fois le bonheur, le parfum qui règne au sein de cette équipe de France, je vous propose d'écouter, messieurs, Mathieu Valbuena. On l'a rencontré il y a quelques heures. Il va nous parler de lui, parce qu'il marche bien, la petite machine. Il va nous parler de ce groupe équipe de France. Il va nous parler des supporters, de l'ambiance autour de Didier Deschamps. Mathieu Valbuena. Ça se passe super bien, c'est vrai que je reste dans la continuité de ce que j'ai fait depuis pas mal de temps en sélection et là forcément aussi il y a un collectif qui marche très bien et donc quelque part j'y suis inclus dedans et ça me fait plaisir et je prends en tout cas beaucoup de plaisir avec cette équipe-là. Tout le monde a marqué à passer, donc je pense que c'est bien parce que ça montre le sens du collectif. Donc on voit que dans cette équipe-là il y a un état d'esprit formidable et que chacun joue les uns pour les autres et ça je pense que c'est super important d'avoir un état d'esprit comme cela et c'est pas que les attaquants, il y a aussi les milieux aussi qui peuvent marquer, qui font du bon boulot derrière aussi, donc forcément c'est le collectif qui est performant donc, et on sait très bien que nous sans collectif on n'est pas bien. Il y a beaucoup de valeurs et en tout cas il conseille beaucoup de choses. C'est vrai que par rapport à son vécu, il essaie d'amener son expérience là et en le connaissant un peu plus parce qu'on l'a côtoyé à Marseille pendant 3 ans. Voilà, il essaie de tirer le meilleur de chaque joueur et ça c'est important et surtout il essaie de mobiliser tout le groupe. Ça c'est le plus important. Avec les années qu'on a passées très difficiles, que ce soit, on va dire, ce qui s'est passé en 2010, ce qui s'est passé après en 2012, c'est vrai que regagner le cœur des Français n'était pas une mince affaire et on savait très bien que ça allait mettre beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce déclic sur le match retour contre l'Ukraine, pour cette qualification pour la Coupe du Monde, on a renoué vraiment avec notre public, on a senti vraiment un engouement autour de cette équipe de France qu'il n'y avait pas avant. Et maintenant, on sent qu'il y a un vrai enthousiasme des Français, des sourires. Et donc ça, aujourd'hui, c'est super important et nous, on le ressent. Messieurs, Mathieu Valbuena, le totem de Didier Deschamps, 24 matchs sous l'ère Didier Deschamps. Il est le seul à tous les avoir joués. Il est sa pierre angulaire, il est son ricochet, il est son relais. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours vu Deschamps lui faire une confiance aveugle, toujours le sélectionner, toujours le prendre, même quand il a eu des difficultés en club où il était un petit peu moins bon. Il reste sur une saison un petit peu moins bonne avec l'Olympique de Marseille, mais c'est quand même un joueur majeur de cette équipe de France. Et inversement, Mathieu Valbuena, quand il est avec Didier Deschamps, on le sent complètement épanoui parce qu'il sait qu'il a un entraîneur qui lui fait complètement confiance. Donc à partir de là, voilà, un entraîneur a besoin d'avoir des soldats sur le terrain. Un entraîneur a besoin de savoir qu'il y a des joueurs sur qui il peut compter, savoir ce qu'ils sont capables d'apporter à l'équipe. Avec Mathieu Valbuena, je suis persuadé que dans son équipe type, il était déjà depuis longtemps dans ce 11 de départ, avec la position qu'il voulait lui faire jouer. Donc c'est quelque chose de complètement logique et complètement normal, je pense, dans l'esprit de Didier Deschamps. Elie, vous l'avez eu sous vos ordres à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que Didier Deschamps qui lui a fait toujours confiance. Je lui ai fait énormément confiance. Il a toujours été titulaire, il a toujours joué. Il y a eu des hauts débats. C'est un entraîneur qui lui fait confiance. Oui, je lui ai fait confiance aussi. Non, c'est quelqu'un il faut reconnaître deux choses. C'est que dans un premier temps, l'équipe de France l'a positionné derrière l'attaquant. On se rappelle ce match en Espagne où il avait fait un gros match. Et ensuite, il a cette faculté maintenant, dans ce système qui vraiment
et au point, et ce système qui revient à chaque match, d'être positionné sur ce côté droit. Et il arrive à évidemment se trouver dans des intervalles, à être proche des attaquants, avoir cette capacité à mettre en lumière toutes ses qualités. Ses qualités, c'est fuir le duel, c'est aller dans l'espace, c'est avoir cette touche de balle, avoir cette qualité de passe. Et même dans les coups de pied arrêtés, il est le meilleur passeur de l'équipe de France sur coups de pied arrêtés ou dans le jeu. Voilà, c'est vraiment ses qualités. Et le fait d'avoir cette liberté de sortir de ce côté droit, de pouvoir rentrer, de savoir qu'il est aussi couvert par des milieux défensifs, eh bien, lui donne une totale confiance. Et évidemment, Didier Deschamps, il ne doit pas s'en priver. Donc Hugo Lloris dans le but, ça ne change pas. La charnière centrale, la défense centrale avec Koscielny et Mamadou Sakho. À droite, Sagna. À gauche, Lucas Digne. Le milieu de terrain à 3 avec Schneiderlin, Matuidi, Pogba. Et puis la ligne offensive, donc composée dans l'axe de notre buteur, Karim Benzema, flanqué donc de Griezmann et de Sissoko. Ce 11, cette équipe de France officielle, vous l'avez avec nous sur le plateau. Robert, premier regard, on va pouvoir analyser tout ça maintenant tranquillement. Le schéma et la tactique, elle ne changent pas. Après, il a remplacé des hommes par d'autres joueurs frais, j'ai envie de dire. Et puis, il y a Didier qui se projette déjà dans le 8e de finale. Première apparition du jeune de Sunderland, de Southampton. Donc ça va être intéressant. On va le voir, on va le découvrir. Il a fait une grosse saison avec ce club anglais. Donc un rôle aussi important pour lui. On va voir comment il va se positionner, comment il va être. Est-ce qu'il va être libéré, sous pression? Après, il y a 2 joueurs autour de lui qui maintenant connaissent le très haut niveau. Pogba, Matuidi. Donc non, c'est un schéma classique que nous a concocté notre ami Didier.